le sens. Le diagramme a changé. Les signes de radicalité, les pas de côté, les intensités affectives, les déclarations d'intention intempestives vont se transformer ipso facto en autant d'éléments de séduction. La surenchère vient booster ce phénomène. Et sur cette pente, l'artiste, qui souvent se voit volontiers en Alex, le petit voyou anarchiste d'Orange Mécanique, cet Alex, cet artiste d'aujourd'hui en Alex, il va prendre ses quartiers à la Fondation Cartier, ou bien chez Pierre Berger, ou à la Comédie Française. Récemment, par exemple, la Comédie Française a présenté une mise en scène d'Hamlet par un jeune dramaturge britannique dont le nom échappe. Donc l'action s'y passe dans un pub, on y entend une chanson d'Elvis Presley, et le clou du spectacle, c'est le moment où l'inévitable, l'ubiquiste Denis Podalides pisse sa bière dans un urinoir tout en déclamant le monologue le plus célèbre de l'histoire du théâtre mondial. Je n'ai malheureusement pas vu ce spectacle mémorable, mais j'imagine bien que quelques femmes vénales en tenue extravagante viennent en pimenter le cours, puisque la surenchère prostitutionnelle constitue inévitablement un élément constituant du geste sur lequel enchaîne le retournement de l'artiste dont je parle ici. Alors, je fais ici un petit suspens, si vous voulez, dans mon raisonnement, pour apporter une précision qui, je crois, est indispensable. En mobilisant les images de la prostituée, de la prostitution, du racolage, je ne cherche évidemment pas à produire un effet de mobilisation morale ou de réaction puritaine contre cette supposée débauche ou cet avilissement dans lequel serait tombé l'art contemporain. Vous remarquerez que le mot prostituée, au masculin ou au féminin d'ailleurs, en français, comme le mot esclave, c'est un mot qui est parfaitement amphibologique. Il désigne indifféremment la coupable, généralement la coupable, c'est-à-dire la séductrice, la fille tombée, la fille débauchée, donc le danger sanitaire, la femme parasite, etc. Indifféremment la coupable et la victime, la malheureuse mise sur le trottoir par des enchaînements de circonstances déplorables, maigre fille au grand cœur, la victime des trafiquants de chair humaine, etc., etc. Donc le dispositif discursif que j'essaye de mettre en place ici n'est pas fondé sur une posture d'indignation et de dénonciation qui ferait référence à je ne sais quelle clause de décence ou de moralité que violerait constamment l'art contemporain. Le dispositif que je vous propose, c'est un dispositif analytique, c'est un dispositif diagnosticien, dirait Foucault, qui donc va s'efforcer de saisir des gestes, des postures, des attitudes, des conduites sur le vif de leur effectuation. Je ne dis pas que sous l'apparente prospérité, sous la surabondance, la prolifération de l'art contemporain dans toutes ses formes, se profilerait le spectre d'une inéluctable décadence. Je n'entretiens pas, même subrepticement, le mythe d'un âge perdu de l'art moderne, que ce soit celui du temps où l'artiste maudit portait haut les couleurs de l'irréconciliation avec la société bourgeoise, ou bien celui où les avant-gardes pouvaient nous laisser espérer que le destin de l'art se confonde avec celui de la révolution. Je n'entretiens pas la nostalgie de ces grandes formes. Je pose une toute autre question, par transposition à ce domaine de ce que Foucault définit comme l'attitude critique, avec toute la batterie des questions qui en découlent. Qu'est-ce qui nous arrive dans notre présent par le biais de l'art contemporain et de ce qu'est l'art contemporain aujourd'hui? En quoi notre actualité se lie-t-elle au destin de cet art et en quoi nos subjectivités en sont-elles tributaires? Ou bien encore, sous le signe de quel événement de l'art contemporain vivons-nous? Pour approcher ces questions, il est donc vital, me semble-t-il, de tenter de saisir les gestes premiers et singuliers de cet art. Et c'est ce que j'essaye de faire en nommant abruptement celui qui consiste à aguicher le chaland par différentes techniques de tapinage. Comme vous le savez, Walter Benjamin, à la suite de Baudelaire, insiste beaucoup dans le livre des passages, Paris capitale du XIXe siècle,
sur les affinités entre la marchandise telle qu'elle s'expose au public, dans tous ses scintillements, et la prostitution. La prostituée qui arpente le trottoir sur le boulevard, dans le faubourg, c'est en somme la marchandise vivante, la marchandise humaine. Mais si l'on s'en tient à cette approche, on perd de vue ce qui, cependant, caractérise le geste prostitutionnel en propre. En passant, je vous signale que le mot prostitutionnel n'existe pas dans la langue française, dans le vocabulaire français. Je l'ai inventé spécialement pour vous. C'est une petite gâterie qui vous est réservée, sur quoi mon discours, d'ailleurs, s'engouffre lui-même dans l'espace prostitutionnel. Vous le remarquez en passant. Donc, ce qui caractérise ce geste prostitutionnel en propre, c'est donc le fait d'arraisonner un sujet dans un espace public. Internet est un de ces espaces publics aujourd'hui. Et ceci afin de lui proposer des services tarifés, spéciaux, et qui vont en intensité, en rareté, en piquant, au-delà des plaisirs que procure, disons, la consommation d'objets ordinaires. Ce qui définit la prostitution comme un domaine, disons, de consommation survitaminée, intensifiée, dopée, c'est le fait que ce sont des êtres vivants, des êtres humains, qui s'y substituent aux objets fétiches, ou qui peut-être en tiennent mieux. La jouissance qui en est attendue va se lier indissolublement à cette particularité. C'est donc de manière tout à fait logique que l'arraisonnement du client représente une surenchère par rapport à la façon dont la marchandise ordinaire se vend. Elle se vend en s'exposant, en se présentant sous sa meilleure apparence, dans une vitrine, sur un présentoir, sur une tête de gondole, s'il s'agit d'un livre, etc. Bon. La prostituée ou le prostitué, elle ou lui, met en jeu son corps vivant dans l'action du racolage, c'est-à-dire elle ou il va au contact comme aucune marchandise inerte ne peut le faire. Pardon. Le geste prostitutionnel consiste donc à mettre en relation des corps sur un mode qui est celui d'un abordage en vue de la jouissance annoncée. Son paradoxe est évidemment qu'en dépit de la redoutable matérialité de l'acte prostitutionnel, ce qui s'achète est purement immatériel, c'est-à-dire la jouissance. Quand vous achetez une voiture de sport, c'est évidemment aussi de la jouissance, que vous payez cash ou à crédit. Mais l'objet vous demeure et vous en êtes le propriétaire. Le corps prostitutionnel, lui, est par définition un corps évanescent, un corps impossible à fixer, un corps qu'il faut toujours racheter pour chaque usage. Or, il me semble que ce que nous voyons prospérer dans nos sociétés, tout un domaine paraprostitutionnel, au sens où on parle de paramédical, partout où il est question de vendre du plaisir en mettant son corps en vedette. Envisagé sous cet angle, par exemple, une bonne partie du sport professionnel, là où notamment s'activent des mercenaires très richement dotés, une bonne partie du sport professionnel s'apparente à la prostitution. D'ailleurs, la façon qu'ont ces mercenaires d'allicher le public, de se vendre sans état d'âme au plus offrant, et de côtoyer le monde de la prostitution de luxe, tout ceci donne toute sa consistance à ce rapprochement. Vous voyez le feuilleton des aventures de Benzema et Ribéry avec une certaine jeune femme. De même, les jeunes filles court vêtues qui partout en Extrême-Orient se font photographier et filmer dans des poses aguicheuses en tant que faire-valoir publicitaire de produits de toutes sortes, de la berline de luxe à une nouvelle variété d'agrumes. Elles sont bien des sortes de prostituées qui ne couchent pas, du moins pas avec le public, dont elles tentent d'attirer l'attention. Et de même, dans bien des secteurs de la mode, de l'information, la télévision notamment, où l'on voit que ce jeu avec la prostitution et ses codes est omniprésent. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que d'anciennes call girls deviennent très fréquemment les égéries d'émissions télé dites populaires, c'est-à-dire, en bon français, d'émissions purement et simplement trash. Eh bien, ce que je trouve très frappant, c'est que, d'une façon toujours plus marquée, l'art contemporain lie son destin à ce mouvement de diffusion du geste prostitutionnel,
Ceci dans la mesure même où il est de plus en plus question de performance, de corps nus, de corps pleinement exposés dans leur beauté, leur séduction, leur souffrance, leur abjection, leur fragilité, leur ambiguïté, etc. Où il est de plus en plus question de l'exhibition du corps vivant dans toutes ses palpitations, dans son grain le plus fin, dans sa vie la plus intime et la plus litigieuse, et où la conquête toujours recommencée de ses prestiges et de ses succès s'attache toujours davantage à ce domaine. Voir à ce propos, il faut que je me mouche, voir à ce propos le succès du cinéma de Boucher d'Abdelatif Kechiche, qui est un symptôme parmi tant d'autres de ce penchant. Donc ici, très clairement, dans cet usage canaille du corps, c'est le côté vulgaire, c'est le côté calculateur du geste prostitutionnel qui s'exhibe, au même titre exactement que lorsque sur un terrain de foot, des joueurs simulent une scène de débauche collective pour célébrer un but, ou se roulent sur la pelouse en simulant soit une souffrance indiscernable, soit un interminable spasme orgasmique quand ils ont marqué un but. Bon, évidemment, je n'ai pas du tout la prétention de vous livrer ici, disons, le secret des choses. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Il me semble qu'en revanche, même sans avoir, disons, blanchi sous le harnais de la philosophie esthétique, on peut assez facilement se mettre d'accord sur un certain nombre de constats qui ont, d'ailleurs, en la matière, une valeur généalogique et donc qui peut nous éclairer sur un certain nombre de comment, à défaut des pourquoi. Le jugement esthétique traditionnel ne fait pas référence en premier lieu au goût de chacun, mais bel et bien à des canons, à des conventions, à des normes, qui sont pêle-mêle ceux de la statuaire grecque, de la tragédie classique, de la musique symphonique, etc. L'art moderne, comme, disons, un bulldozer israélien dans une oliveraie palestinienne, a dévasté toutes ces conventions. Et désormais, la norme dans l'art contemporain, c'est qu'il n'y a pas de norme. Que tout est possible de l'art contemporain, comme paraphrase du bien connu, si tu es mort, tout est possible. Et la nature ayant horreur du vide, et l'art étant dans la nature, il faut bien que quelque chose se recompose et revienne dans le jeu et tienne lieu de normes, tienne lieu de socle, tienne lieu d'éléments régulateurs, de principes d'ordre et de distribution dans ce domaine. Eh bien, ce quelque chose, ce sera le pur et simple dispositif ou mécanisme de la validation, ceci par trois instances. Les institutions culturelles, l'État pour faire simple, les marchands, le marché, et le public. Les interactions entre ces trois instances étant constantes et étroites. La norme, fondant le jugement esthétique et la reconnaissance de la qualité artistique, c'est beau, c'est bien le droit d'art, va donc se reconstituer en tant que norme innommable et protoplasmique du côté de la réception, du côté de la circulation, du côté de la validation, du côté de la reconnaissance. Dans ces conditions, le jugement esthétique ne résiste pas au mécanisme par lequel se forme la valeur marchande de l'œuvre. Est beau ce qui s'expose en des lieux prestigieux, ce qui se vend à des prix exorbitants, c'est-à-dire que beauté et notoriété deviennent indiscernables. Ou plutôt, on va assister à un glissement subreptice, mais tout à fait décisif, du jugement esthétique. On ne dira plus tellement c'est beau, mais plutôt c'est fort. Et ce passage de l'un à l'autre est déterminant. Ce qui compte désormais, ce sont d'une part de pures intensités subjectives et de l'autre des rapports de force. Le monde de l'art contemporain va donc se situer quelque part entre Caliclès et Nietzsche. Est beau ce qui a du succès, est beau ce qui est puissant. L'art moderne avait, pensait-on, émancipé les pratiques artistiques de la tyrannie des référents majeurs qui lui imposaient ces conventions étouffantes. Les conventions étouffantes, c'est
on le sait bien, la nature que l'art devait imiter, les proportions, les formes qu'il fallait respecter, les conventions morales et autres qu'il ne fallait pas transgresser, etc. Mais on s'aperçoit à l'usage, à l'époque de la modernité liquide et de l'art en son état gazeux, comme dit Yves Michaud, on s'aperçoit que cette émancipation repose sur un faux semblant. Ce qui s'est substitué à toutes ces contraintes, c'est tout simplement le marché, et donc la concurrence. Une concurrence toujours plus acharnée, au fur et à mesure que dans les conditions du capitalisme liquide, de la montée des biens et des valeurs immatérielles, de l'expansion sans fin de la bulle culturelle, et ceci notamment, vous l'avez sans doute remarqué, au détriment de la sphère politique, ceux qui prétendent au statut d'artiste sont toujours plus nombreux et présentent la particularité de n'avoir à affronter aucune des procédures de qualification et de légitimation que doivent traverser les autres corporations, disons, ceux qui occupent un emploi qualifié, ou bien les hommes politiques. La seule obligation des artistes étant au fond de rencontrer une instance ou une autre, public, marchand, institution, qui les confirme dans leurs conditions d'artistes. Cette particularité des formes de légitimation et de validation dans l'espace sans bord de l'art contemporain est évidemment fondamentale pour expliquer, pour nous permettre de saisir les enjeux de ce dont il est ici question. Et c'est donc dans ces conditions que j'esquisse évidemment ici d'une façon beaucoup trop schématique, c'est dans ces conditions néanmoins que le geste prostitutionnel prend tout son sens. Il faut s'exposer pour être vu, il faut être vu pour être reconnu, et il faut être reconnu pour se vendre. La surenchère dans les gestes d'exhibition et de séduction est inscrite dans la situation où seule une infime minorité de ceux qui prétendent accéder à la notoriété y accédera effectivement. Une situation où la lutte pour accéder au public, en faisant donc remarquer sa qualité propre et sa différence, où cette lutte est acharnée et ne connaît guère de règles, de surcroît. La tentation est grande, dans ces conditions de concurrence exacerbée, où au fond seul compte le résultat, le succès, la conquête du public, en tant que norme des normes, quand toutes les autres normes sont défaites, la tentation est grande de recourir à des artifices bruyants, à toute une cosmétique bariolée, plutôt qu'à construire une œuvre exigeante dans la durée et éventuellement à distance des attentes du public du jour. Ici va jouer aussi un rôle déterminant la tendance continue à la professionnalisation de l'artiste, à l'extension des fonctions artistiques et à l'apparition de toute une poussière d'humanité artiste, au sens extensif et vague du terme, dans nos sociétés, donc un phénomène dont la nébuleuse intermittent du spectacle est une manifestation caractéristique. Dès lors que l'art, ici tout à fait indistinct de la culture, devient une sorte de métier où se concentrent toutes sortes de formes de précarité, il apparaît assez inévitable que quête d'emploi, employabilité, autopromotion, séduction du client et vente de soi deviennent des gestes indiscernables les uns des autres. Une ambiguïté est établie au cœur du capitalisme liquide contemporain. Dès lors va donc surgir une antinomie majeure. Comment, à quelles conditions les pratiques artistiques contemporaines peuvent-elles se placer sous le signe de la radicalité, sous le signe du subversif? À quelles conditions peuvent-elles rechercher des lignes de fuite, tenter de construire des espaces autres, dès lors qu'en vérité, le diagramme dans lequel elles sont prises, le geste qui l'émeut, est celui-là même qui assure l'efficace du capitalisme contemporain, c'est-à-dire la dérégulation, l'innovation perpétuelle, le culte d'initiative, la mise en concurrence, etc. Bref, l'esprit entrepreneurial sous toutes ses espèces, avec l'accompagnement éthique qui va avec. L'art contemporain, dans ses façons de faire dominantes, majoritaires, n'est pas du tout l'instance critique ou subversive qui juge et déconstruit les formes présentes de l'ordre. Il est plutôt, dirais-je, l'éclaireur, l'expérimentateur des nouvelles manières de faire du capitalisme liquide. Il est la pointe avancée de la nouvelle conscience libérale du monde. Et ça n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il a su inventer
toutes sortes de compatibilités, toutes sortes d'affinités avec ceux-là même qui, dans les expressions antérieures de l'art, s'opposaient à lui. L'industrie du luxe, la mode, la propagande, l'automobile, etc. D'une certaine façon, on peut dire que l'art contemporain, avec son double, donc, ce que j'appelle le gouvernement des populations à la culture, l'art contemporain constitue un espace d'expérimentation d'un nouveau régime de normativité. Le gouvernement moderne, dans sa version première, a, on le sait bien, Foucault l'a montré, les disciplines au centre de gravité. Cela veut dire que si la norme tend à se substituer à la loi, qui, elle, renvoyait à la figure du souverain, le régime des normes qui s'impose alors, autant des disciplines, est un régime rigide et monotone. Des disciplines grises et Foucault. Les disciplines ont pour milieu la répétition, la réitération de gestes et de conduites qui sont indexés sur des modèles dont, disons, le règlement ou l'examen sont des figures familières. Ce qui va caractériser la seconde modernité, dont nous subissons, nous, le choc de plein fouet depuis quelques décennies, c'est le passage à un autre régime de normes, à une nouvelle normativité paradoxale qui est largement indexée sur le récit néolibéral. Elle est paradoxale puisque le maître mot c'en est, c'est la dérégulation. Et sa forme ultime, si on veut, sa forme ultime étant donc encore une fois que la norme des normes, c'est qu'il n'y a pas de norme, une métanorme que pratique avec une innocence joyeuse et carnassière le capitalisme contemporain, là où il peut se le permettre. Eh bien, le propre de l'art contemporain, c'est d'être un des expérimentateurs les plus actifs et inventifs de cette nouvelle normativité paradoxale. À partir du moment où, disons pour paraphraser un auteur comme Arthur Danto, vaut comme art tout ce qui est présenté dans une galerie d'art, où ne s'impose plus dans ce domaine aucune autre règle que celle de cette forme de reconnaissance, l'art va s'imposer comme ce domaine, ou comme cette auberge espagnole, dans laquelle s'expérimente la diffraction, voire la volatilisation des normes, et où va s'imposer le paradoxal règlement d'un « à chacun sa façon de faire, à chacun son but, à chacun son truc, etc. » un immense laboratoire de dérégulation des normes. Ce qui aura pour effet inévitable que dans cette sphère, l'artiste que l'on aurait dit naguère, disons artiste de génie, eh bien celui-là même va tendre à devenir indiscernable de l'entrepreneur habile, roué, voire du charlatan, un peu comme c'était le cas, disons, dans un domaine comme la médecine, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est encore une fois une remarque de Foucault, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, faire la différence entre un médecin sérieux et un charlatan, c'est extrêmement difficile. Il en va de même aujourd'hui dans le champ de l'art. Et donc c'est toute une économie morale, toujours aussi paradoxale, qui s'invente ici, et dont on va retrouver aisément l'équivalent dans le domaine sociétal. C'est-à-dire une économie morale dont le modèle est le supermarché. Chacun faisant ses courses sur le marché de l'existence personnelle, sur le marché du mode de vie, sur le marché des choix éthiques, de l'orientation sexuelle, de la consommation des lectures, de l'option en faveur d'un bulletin de vote plutôt qu'un autre, et bien sûr, en matière de goût artistique, selon chacun se déterminant selon son système normatif propre. Un système normatif qui, quand on y regarde d'un peu près, relève d'un bricolage plus ou moins ingénieux, plus ou moins stéréotypé, etc. Ce qui caractérise la position de l'art contemporain dans ce processus général de passage d'un régime de normes à un autre, c'est qu'il semble avoir toujours un coup d'avance sur ce qui s'expérimente dans le domaine de l'économie ou dans le domaine sociétal. Toujours un pas en avant dans le processus de destitution de ce qui, d'une manière ou d'une autre, se rattachait à la règle ancienne ou incarnait la règle ancienne. Le geste même de l'abolition ou de la déposition de ce qui porte la norme de la normativité, de la marque, pardon, de la normativité ancienne, ce geste devient, dans ces conditions, constitutif du geste de l'art. C'est le geste pour le geste.
et qui, en conséquence, va tourner à vide et se réduire à une singerie, à une contorsion, plus souvent qu'à son tour. Pas toujours, mais plus souvent qu'à son tour. Voir, par exemple, la surenchère dans la mise en scène hyper moderne du répertoire classique aujourd'hui, que ce soit au théâtre ou à l'opéra. La question du destin de l'art, telle qu'elle se pose pour nous dans notre actualité propre, ne se réduit donc pas du tout à celle d'une lutte contre les excès de sa marchandisation ou les égarements de sa spectacularisation. Elle se pose beaucoup plus radicalement en termes de changement de geste, de programme ou de tournant. Elle appelle à une réorientation, ce que les heideggeriens appellent eine Kehre. J'essaye donc, pour rire, d'en formuler les termes aussi abruptement et immodestement que possible. Si le geste de l'artiste, celui qui fait œuvre, donc, pour prendre un vocabulaire arendtien, pour changer un peu, si le geste de l'artiste est autotélique, s'il se distingue radicalement du geste de la fabrication, qui, lui, comme dit Arendt, est pris dans une chaîne utilitaire, de moyens et de fins, alors ce geste autotélique de l'artiste se subsume sous une double condition, souveraineté et autonomie. Mais la souveraineté ici ne doit évidemment pas être entendue sous l'angle de l'exercice d'un pouvoir, comme exercice d'un pouvoir souverain, mais plutôt sous l'angle de la non-dépendance, c'est-à-dire au sens strict de l'immunité. Immunité, c'est-à-dire le fait littéralement de ne pas être astreint à un tribut, munus. Bref, de la création dans ses étroites relations avec l'action. L'action qui toujours consiste, d'une façon ou d'une autre, à se délier des conditions existantes. Or, si ce geste premier de l'art, comme geste souverain, consiste bien à s'affranchir des conditions existantes, c'est-à-dire à trouer la membrane de l'ordre des choses et de la vie administrée, alors il est tout à fait incompatible avec la quête assoiffée du public qui constitue, je le répète, l'alpha et l'oméga de toutes les pratiques artistiques contemporaines. Donc la mise à distance du public, la mise à distance du commanditaire, la mise à distance du critique, la mise à distance de la réception immédiate. Ceci est l'élément premier qui s'attache à la souveraineté de l'art et à l'aspiration de l'artiste à l'autonomie, ceci notamment par opposition à l'homme politique ou bien aux commerçants, à l'enseignant, qui eux sont nécessairement tournés vers le public ou vers la clientèle et qui ne sauraient être indifférents aux effets de réception. Il y a un siècle et demi, ou même un siècle encore, l'artiste maudit, c'est celui qui s'efforce de retrouver le sens premier de ce geste, en se détournant du public, en le maudissant, en le vomissant. Il me semble que le tournant, la Kehre, dont je me fais ici l'avocat, pourrait prendre une forme plus calme, mais en même temps plus souveraine. Celle qui consisterait, je dirais, à oublier un peu le public et ses attentes supposées. Ceci pour s'abandonner davantage, ou s'adonner davantage aux puissances de l'agir artistique, ou bien à l'érotique, au sens platonicien du geste artistique. Un art qui consacre une partie non négligeable de son énergie à courir après le public, d'une façon ou d'une autre, est évidemment voué à être colonisé et captivé par ses propres dispositifs techniques, et ce qui tend à le river, donc à être colonisé par tout ce qui va tendre à le river à la dimension de l'utilité, en l'installant solidement dans la sphère des étangs et en ne lui laissant guère de chance de renouer avec le scintillement de l'être toujours pourri. La Kehre, donc, en somme, consisterait à dire la vocation de l'art, en tant qu'il a un pacte avec la souveraineté et l'autonomie, n'est pas de s'exposer, mais plutôt de se tenir à distance, de se dérober, voire de se cacher. L'atelier de l'artiste doit être une crypte, et non pas un lieu de passage ouvert à tous les vents, où l'on entre comme dans un moulin, comme semble y inviter le fameux tableau de Courbet, l'atelier.
trop fréquenté, trop de monde. L'art devrait aujourd'hui entreprendre de se retirer pour cultiver ses secrets loin de la foule des curieux, des critiques et des acheteurs, au lieu de monter sur les tréteaux et d'aspirer à être primé comme le sont les bovins au salon de l'agriculture. J'ai fait récemment un rêve utopique. La rentrée littéraire était annoncée et il s'avérait qu'il n'y avait aucun candidat, ni au Goncourt, ni au Médicis, ni au Fémina, ni à aucun des prix littéraires pour lesquels les auteurs habituellement se bousculent. Pressés par leurs éditeurs respectifs, tous les auteurs susceptibles d'être primés se défilaient. L'un était trop occupé à installer une éolienne dans son jardin, l'autre trop déprimé par le tournant social-libéral de Hollande, le troisième était parti à l'autre bout du monde à la rencontre d'une beauté exotique qu'il avait croisée sur Internet, et un quatrième était très pris par son changement de sexe ou de genre, je n'en raconte plus. Paniqués, consternés, les éditeurs, qui se partagent habituellement les prix, en étaient réduits à supplier les auteurs de manuscrits qu'ils avaient renvoyés impitoyablement à l'expéditeur avant les vacances, avec l'impitoyable, tout aussi impitoyable lettre de standard de refus. Ils en étaient réduits à les prier, ceux-là, les recalés, de bien vouloir leur renvoyer, leur réexpédier leurs manuscrits en vue d'un second examen plus attentif, plus indulgent, etc. etc. Mais peine perdue. La grève des auteurs s'amplifiait, se radicalisait, et il ne restait plus à la Cosa Nostra de l'édition française qu'à se rendre à l'évidence. La remise des prix n'aurait pas lieu. La course au public avait cessé d'intéresser les auteurs. Les uns désormais n'écrivaient plus que pour leur cercle d'amis, auxquels ils lisaient leurs textes à la veillée, les autres pour une postérité lointaine, bien décidés à laisser leurs héritiers se démerder avec leurs manuscrits. D'autres, enfin, sur un mode plus ouvertement auto-érotique, écrivaient tout simplement pour eux-mêmes. Une désertion radicale et massive qui a grippé toute la machine d'exposition marchande de la littérature, dont le clou est, vous le savez bien, cette suite abjecte et grotesque de comices agricoles du livre que constitue la rentrée littéraire, et avec la distribution des prix, donc, et ensuite, dans la foulée, le salon du livre. La Kehre, donc, dans le domaine de l'art, dont je me fais ici le promoteur, exige rien moins que le type de scène de désertion, de désaffection collective que celui que m'a livré mon rêve utopique. Pour finir, donc, je voudrais énoncer, au moyen d'une simple image, ce qui me paraît constituer l'alternative solide, la seule, à vrai dire, à l'impasse dans laquelle s'est enfoncé l'art contemporain, tel qu'il s'est condamné à la surenchère des gestes prostitutionnels. Dans un village, au fin fond de la Dordogne, ou dans quelque autre province de la France profonde, des enfants jouent, des randonneurs marchent, et leur attention est soudain attirée par une figure, une excavation. Ils s'y faufilent, et ayant passablement rampé dans la boue, à la lueur plutôt d'une mauvaise bougie, d'un briquet, ils tombent sur une salle ornée de fresques grandioses, par des artistes qui s'ignorent comme tels, et à des fins que nous continuons d'ignorer. Et cela, il y a des millénaires et des millénaires. L'art se présente ici dans toute sa puissance d'émerveillement, d'illumination, comme ce trésor qui se perd, qui se dérobe et qui se retrouve ou pas, et ceci au gré du plus grand des hasards. L'art pariétal, entendu comme ce qui se cache au fond de la crypte, ce qui ne s'expose pas, qui nous revient ou ne nous revient pas, du fond d'un temps perdu de l'humanité, qui se présente à nous comme un don public. Voilà l'antidote à l'art d'exposition d'aujourd'hui, dont le destin est inexorablement lié à celui du capital. Et d'ailleurs, quand celui-ci, le capital, nous plongera dans un nouveau désastre, ce qui fera bien plus tôt que vous ne l'imaginez, eh bien lui, l'art contemporain, il s'y précipitera joyeusement avec lui, comme Marinetti, au lieu de s'en dissocier, comme l'a fait l'art d'avant-garde, en grande partie, pendant la Première Guerre mondiale. Mais ce n'est pas tout. Ce qui tue l'art, au point de le réduire aujourd'hui à n'être qu'une machine désirante parmi d'autres sous l'empire du capital,
c'est que l'immense majorité des sujets sociaux s'en remettent à d'autres, c'est-à-dire à des professionnels ou à des amateurs supposés éclairés pour en assurer la production, pour présenter des œuvres ou se livrer à des activités censées le faire vivre. C'est-à-dire que l'art est désormais soumis aux conditions générales de la marchandise, dans la mesure même où préside à sa diffusion la séparation de plus en plus marquée de l'auteur et du lecteur, du créateur et du spectateur, de l'exposant et du visiteur. Une scission qui, d'une façon ou d'une autre, confine évidemment avec celle de l'acheteur et du vendeur. Et si l'on envisage le communisme, non pas comme un but éloigné, non pas comme une petite lucarne utopique, un stade ultérieur sans cesse repoussé dans les limbes, mais comme un processus réel, dans le présent. C'est Marx qui le dit. Alors, il est clair qu'une des tâches communistes du présent, et dans ce présent, c'est l'abolition du partage entre le producteur de l'œuvre et son consommateur, et donc la déprofessionnalisation de l'art en tant que domaine pratique, soit la mise en mouvement d'un processus au fil duquel le centre de gravité de l'art se déplace du champ de la production d'œuvres destinées à être expertisées, validées, classées, exposées, conservées, critiquées, etc., déplacement vers l'art comme agir, l'art comme domaine d'action pratique, et ceci dans l'horizon du commun, dans le double sens du terme, n'importe qui et ensemble. Là où est en question la constitution d'un champ collectif de l'être artiste ou du devenir artiste. Les grandes poussées d'émancipation de l'humanité contemporaine sont celles où l'on voit émerger cette autre figure d'un art communiste, c'est-à-dire d'un art dans lequel s'abolit la séparation entre l'actif et le passif, entre le créateur et le consommateur culturel. Dans un tel processus, chaque singularité est appelée à donner libre cours à son propre devenir artiste, en même temps que l'art se conjugue comme domaine d'activité sociale et spirituelle en commun, en partage et sans hiérarchie. À vrai dire, aucune espèce de processus d'émancipation collective n'est concevable sans ce radical redéploiement de la fonction art, c'est-à-dire sans que le libre déploiement de ma propre vocation artiste n'ait pour condition expresse le devenir artiste de tous. Ceci pour paraphraser une formule de Marx bien connue. Voilà. Donc j'espère vous avoir rendu sensible au fait que le problème pour moi n'est pas du tout réductible à la folie des grandeurs technophiles et entrepreneuriales de quelques Jeff Koons, une folie qui s'est emparée des artistes globaux, dont les œuvres surdimensionnées font fureur dans les jardins du château de Versailles, à l'exposition universelle de Shanghai, ou dans je ne sais quelle biennale, bien fréquentée par les nouveaux riches de la planète, en quête de placement sûr, c'est-à-dire de tableaux qu'ils vont mettre dans des coffres. Le problème dans son cœur, c'est beaucoup plus le vaillant artiste de gauche, au talent assuré, au succès variable, et qui n'en finit plus de confondre sa quête effrénée du public avec un geste prolongé de résistance à l'esprit du temps et à l'intérêt. Mon problème, c'est ce mauvais pli vertueux de la production culturelle parée des atours de la vocation critique, c'est-à-dire ce double lien dans lequel se trouve cette vocation critique, auto-attribuée d'ailleurs, de l'art contemporain, qui plus elle s'exerce avec vigueur et véhémence, plus elle contribue à l'expansion de la bulle culturelle au détriment de la sphère politique. Donc ce n'est pas d'un art politique pavé des meilleurs, d'un art progressiste pavé des meilleures intentions politiques et morales du monde que nous avons besoin, nous qui nous efforçons de nous délier des conditions de l'époque, c'est d'un art de rupture, porté par le pressentiment de l'événement qui vient à notre rencontre, l'événement qui proclamera le vide de la situation présente dans laquelle, à défaut que les artistes soient dans la rue, comme ils étaient en mai 68, l'art arpente le trottoir avec constance et énergie. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alain, pour cet exposé tout à fait
intéressant. Je ne vais pas prendre la parole tout de suite, je demande de m'absenter une seconde moi personnellement. Je te laisse en face du public d'abord qui va t'interroger, je reviens à l'instant. Non. Merci. C'est la première fois qu'il fait ça. Oui. Vous voulez attendre René? J'ai peur d'être abandonné tout seul dans la communauté. Comment? J'ai peur d'être abandonné tout seul dans la communauté. Je voulais savoir, monsieur Boussin, bon, d'abord, votre titre, on pourrait dire les formes constitutionnelles de la philosophie. Oui, on pourrait. On pourrait dire. On pourrait, bien sûr, oui. Vraiment. Alors, je vais citer des noms, d'ailleurs. Je voulais vous demander une chose. Parce que vous avez dit à 2 reprises que... excusez-moi, il faut être très précis. Vous avez dit à 2 reprises qu'on assistait de plus en plus à une séparation de la sphère politique et de la sphère culturelle. Or, il me semble bien, dans ce que vous avez dit, que la manière dont... Parce que bon, il surgit de votre exposé quand même une conception de l'art qui est complètement politique, qui n'est pas seulement dans le domaine culturel, donc vous envisagez bien un devenir politique de la culture. Alors, en tout cas, j'avais l'impression de comprendre comme ça. Du coup, c'est un petit peu ça que je voulais vous demander. Est-ce que, finalement, la question, c'est pas que, et peut-être que de tout temps, mais encore pire maintenant, ça c'est clair, est-ce que de tout temps, il n'y a pas eu, et en philosophie, et en art, etc., je dirais deux courants qui s'opposent, deux courants qui visent à, effectivement, à répondre à un certain type de public, et un autre qui vise à essayer d'exprimer quelque chose qui n'est pas attendu. Est-ce que finalement ça, c'est pas de tout temps, mais qu'aujourd'hui on assiste probablement à une expansion et à une difficulté réelle, ne serait-ce qu'en philosophie, de pouvoir dire des choses, ne serait-ce que d'être prof de philo, par exemple, qui, je sais bien, est une manière d'instituer la philosophie, mais vous en êtes la preuve, on peut être institutionnalisé et ne pas instituer la philosophie. Donc voilà, c'est un petit peu, en tout cas, cette sphère du politique et du culturel, est-ce que vous le séparez en fait voilà. Alors, moi, il y a des choses que je suppose, des présupposés que j'explicite pas suffisamment dans mon texte. Donc j'ai une nomenclature un peu particulière où ce que j'appelle la culture aujourd'hui a un destin qui est rigoureusement séparé, qui est antagonique à celui de l'art. Ah, pas celui de l'art encore, faudrait-il, parce que là dans le sens où à celui de l'art que j'appelle de mes vues, disons, c'est autre chose. Bon. Au sens où je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait époque maintenant, c'est qu'on n'est plus du tout dans un temps où la culture est ce bien qui nous éclaire et que nous devons avant tout défendre, cultiver, protéger. La culture n'est plus ce dont le destin est irréductiblement lié à la force propulsive des Lumières. La culture est fondamentalement un dispositif du gouvernement des vivants, un élément dans le gouvernement des vivants. Donc ma thèse, c'est on gouverne aujourd'hui, j'entends quand je dis on, sous nos latitudes, hein, pas en République centrafricaine, sous nos latitudes, on gouverne à la culture, comme on gouverne à la sécurité, comme on gouverne, disons, à la santé, etc. C'est un moyen donc de donner leur place aux populations, de s'assurer une emprise sur les populations, de faire en sorte que les populations, effectivement, soient en état, disons, de se tenir à la hauteur des réquisites qui leur sont adressés par les gouvernants aujourd'hui. Donc il faut avoir des populations intelligentes, donc il faut avoir des populations non pas tellement cultivées, mais culturées, certainement culturées.
comme il faut que les populations comprennent les messages sanitaires, comme il faut qu'elles soient sensibles au motif de la sécurité, parce que c'est ce qui rend nécessaire la police, etc. etc. Bon. Donc dans la culture aussi, il y a des polices, et c'est comme ça que l'art, si je reste lié, enfin attaché à une conception de l'art comme ce qui, dans son geste originaire, a retrouvé est ce qui produit des déplacements. Après une œuvre d'art qui fait événement, le monde n'est plus. Voilà, c'est des choses aussi simples que ça. Alors, ça c'est sur le premier point. Et sur le deuxième point, bon, bien sûr, vous pouvez dire, mais l'art, c'est toujours fractionné entre un art conformiste, un art académique, un art conventionnel, et un art qui porte des tendances, qui est porté par des flux de subversion, bon, un art dangereux, un art qui innove, etc., etc., un art non conformiste, bohème, bon, ben. La question aujourd'hui, c'est que l'art, les pratiques artistiques, disons donc, là, ce qui se déploie du côté de la culture, sont prises dans un diagramme. Sont prises dans un diagramme général dont la propriété est qu'il recode absolument tout ce qui se donne, comme ce qui se présente comme énergie, disons, soit allant dans le sens de l'innovation, soit se déplaçant du côté de la marge et cherchant des lignes de fuite vers la subversion, vers la politique ou que sais-je encore. Bon, ce qui fait que dans le monde de la culture, le subversif, c'est une valeur ajoutée. Dans la politique, dans la sphère politique, c'est ce qui vous conduit en prison. Donc la différence, là, elle est tout à fait distincte. On est dans des régimes absolument différents. On est dans des régimes antagoniques entre donc, la sphère, ce qu'Arendt appelle la sphère politique, et ce que moi j'appelle la bulle culturelle. Ce n'est pas une sphère, c'est une bulle. C'est son expansion perpétuelle et toujours, ça peut toujours exploser. Voilà. C'est ça, en gros, disons. Donc il y a un diagramme aujourd'hui qui fait que les gestes qui surviennent dans cet espace, à partir du moment où ils surviennent dans cet espace-là, et où ils sont contenus dans cet espace-là, qui est l'espace où l'art s'expose, donc là où l'art se convertit instantanément en bien culturel, dans cet espace-là, tout ce qui surgit comme le dangereux, le marginal, le subversif, etc., va être immédiatement recodé comme, et recyclé comme bien utile, comme élément de valeur ajoutée, etc., etc. Et donc perdre sa substance politique en ce sens. Oui. Ton interprétation de l'art contemporain de manière assez politique et même radicalement politique, donc d'une approche en fait d'orientation frontale de cet art contemporain sous l'espèce d'une critique du capitalisme auquel tu identifies l'art contemporain. Moi simplement, je ne sais pas si tu as fait des débuts de séquences de réalisation, c'est pas vraiment une généalogie, donc tu as proposé, mais comme tu te réfères au 19e siècle même à la variétal d'un art pur, et qui là est peinture plus loin, enfin plus loin, image faite à la main, ça définir les choses. Mais un art qui n'est pas une technologie évidemment comparable à celle d'aujourd'hui. Cet anticapitalisme donc qui va rejoindre des positions évidemment dans le monde de la rareté chez Valeux, qui considère qu'il y a une rareté, il ne doit pas trop se montrer. C'est plutôt bon signe de ne pas trop se montrer. Il faut quand même avoir des ennemis. Néanmoins, si l'on pense par exemple à la définition, je crois, dans ce sens de Agamben de la marchandise comme œuvre d'art absolu dans l'exposition universelle, c'est repris par Baudrillard qui signe la chose. Complémentaire à la gestuelle du Baudrillard ou au geste normé, au geste du geste normé. Au fond, je ne sais pas ce que tu fais, tu chantes, m'apparaissait moi personnellement, je l'avais dit en présence de Derrida d'ailleurs publiquement, vous êtes l'inventeur de la dérégulation, mais pour ça c'est une question, plutôt que certains arts américains des années 60, qui ne feraient que relancer d'ailleurs avec la caution de Duchamp, on sait bien, hein, un certain dadaïsme origine, mais qui, effectivement, cette fois-ci est directement marchand. Et en fait, tu distingues une histoire de subversion pure, non compromise, et la subversion, effectivement, culturée dans les diagrammes que tu indiques. Étant entendu que, quand même, la critique de l'art contemporain est assez globale.
Et alors, ce qui concerne évidemment l'aspect constitutionnel de l'art contemporain, lié peut-être aussi à la promotion de soi, enfin, le fait qu'on est dans l'obligation, dans cette concurrence infinie des êtres et des corps, à se mettre en avant et à se vendre, enfin, toute une terminologie évidemment qui a touché aussi bien le public que l'artiste, puis effectivement peut-être parole, enfin, qui crée une indistinction. Les gens comme Liechtenstein, le pop art lui-même est dans cette ironie-là. Le pop art anglo-saxon n'est peut-être pas sorti dans cette ironie, une absence de distinction véritable et d'un inframas cultivé ou élevé au carré entre un art de masse et puis un art d'élite, dans une imitation réciproque peut-être, mais qui constitue maintenant aussi un système global qui ne plaisait pas du tout à Dodo, une certaine critique radicale de l'art de masse, aussi bien que de l'art contemporain. Dans le cas d'art de masse, on oublie toujours l'art contemporain qui se mettait en place justement dans l'anglo-saxon, peut-être comme Néon du Champis, systématisé au niveau dadaïsme. Donc je ne sais pas comment tu situes ces périodes même de l'histoire en termes focaliens, comme tu les reprends, et avec ta conception de la culture. Voilà. La question est claire, pas trop multiple. Il me semble que le geste, et là encore une fois, je vais assumer pleinement, si tu veux, le côté barbare du geste que j'essaye de produire ici, c'est-à-dire comme geste indu d'un intrus, d'un non-spécialiste, de quelqu'un qui n'y connaît rien et qui assume sa position de n'y connaissant rien, et qui inclut dans sa démarche une dose que j'appelle une dose raisonnable de mauvaise foi. Ce qui me paraît nécessaire pour ne pas rentrer justement dans les finasseries et pour ne pas faire la part des choses, parce que justement je vais éviter ça, faire la part des choses. Donc je crois que l'art contemporain est, dans la façon dont il se met lui-même en scène, dont il programme ses gestes, pour autant qu'il les programme lui-même, parce qu'il est peut-être davantage programmé par les gestes, donc il est en pilotage automatique quand même largement. Bon, mais toujours est-il qu'il veut, enfin, quelque chose qui revient constamment, qui est se débarrasser de l'avant-garde, de la période des avant-gardes. Il faut absolument se débarrasser de ça. Et donc de tous ces gestes qui quand même sont encore présents dans l'âge de Duchamp, qui sont les gestes par lesquels on se détourne du public, ou du moins on considère que la relation entre les artistes, entre l'artiste qui assume son destin expérimentateur, innovateur, et le public est une relation d'antagonisme. Bon. On doit se débarrasser absolument de ça, on doit oublier ça pour entrer dans une autre sphère, qui est la sphère des interactions perpétuelles entre l'artiste et le public, où on va tout faire ensemble, sauf échanger les positions naturellement. Bon. Voilà, donc il me semble quand même que là il y a un seuil, il y a un palier. Alors, bien sûr, et c'est là que je dis qu'il y a une dose raisonnable de mauvaise foi, et que si on entre dans des analyses fines, on va trouver 1000 occasions de réfuter ce que je dis là, parce que c'est beaucoup trop général, parce que je ne prends pas d'exemple, justement parce que je veux le faire à coup de marteau. À coup de marteau, parce que c'est ça, disons, Je suis en partie d'accord avec toi. le geste. Je suis en partie d'accord avec toi. Je dirais qu'il faut passer ça assez loin, il y a encore des coups de marteau à donner, et puis il y a une généalogie du coup de marteau, enfin, je ne sais pas. Tu as dénoncé un certain nichéisme quand même, ou d'autres l'ont fait. Et donc, en définitive, à partir de quand il faut taper pour marquer la coupure qui a été faite antérieurement, peut-être au début du 19e, c'était au début du 20e, ou antérieurement, et il y a quand même un minimum peut-être de tournant à repérer, sans qu'on a l'engagé de guerrier, des chemins à retrouver. Pour savoir où ça a bifurqué. Si ça n'a jamais bifurqué, peut-être c'est une mutation lente, mais c'est comme une situation de constat que tu es fait, tu démolis effectivement cet état de fait, tu le dégrossis, tu le montres aussi dans son énormité constitutionnelle. Du reste, c'est aussi simplement pour trouver un public, parce que le public de l'art contemporain, il faut aller chercher là où il est, c'est-à-dire partout, sauf dans les centres d'art contemporain. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc effectivement, il y a une façon de présenter l'art contemporain dans les grands lieux de tourisme de masse maintenant, ou dans les nuits blanches, qui sont en fin de compte de l'art contemporain déguisé, transformé, à mon sens, enfin là, ce qu'on dit, en forme de distraction,
de cirque, enfin, de l'animation, ce qui est peut-être une origine, c'est-à-dire, on sait bien que les surréalistes et beaucoup de dadaïstes se référaient au monde du curiosité aussi bien que des fêtes à Meudeux, enfin de ces grandes fêtes à Meudeux qui étaient une inspiration. On peut montrer des monstres, il y avait une érotique, il y avait toute cette dimension, ainsi que le cabaret. Enfin, c'est un retour aux sources. Si on parle du généalogie d'un contemporain, tout le monde reconnaît au moins cet angle-là. Et on sait bien que c'est plus que cela, dans sa gestuelle artistique, supposée quand même pure, y compris chez le dadaïste, dans sa gestuelle de force. Mais effectivement, la dénonciation de la force pourrait être effectivement un problème de réflexion philosophique marqué, puisqu'on en avait eu un aspect critique possible dans les conceptions aussi bien derridiennes que deleuziennes, c'est-à-dire Nietzsche en général, de l'arc en force. Est-ce que l'arc en force est lié à l'art contemporain, parce que c'est quand même comme ça plus défini. Donc, puis il existe des choses qui sont effectivement assez énormes et très rigides, qui méritent des développements. Il y a des développements. Toi, tu penses que d'un point de vue généalogique, on pourrait faire remonter, disons, on pourrait identifier la figure de l'art séducteur beaucoup plus tôt, quoi. C'est-à-dire, y compris quelqu'un comme Duchamp, tu l'inclurais là-dedans. C'est comme ça, j'avais en partie défini, oui, en partie. En tout cas, c'est la source de référence. Oui, non, mais avec aussi une dimension que j'ai épinglée pas forcément dans le sens, là je suis pas à faire, à savoir le débordement des arts les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre les arts qui est resté inaperçu, mais que les impressionnistes avaient bien vu, et Duchamp est presque une restauration par rapport à l'impressionnisme. Enfin, il y a un conflit entre un art de forme et un art peut-être de force ou d'installation, d'objets, d'expression, ou d'idées et d'images. Et on peut opposer ces deux dimensions de l'art plastique au sens large en voyant une opposition, par exemple, les impressionnistes avaient bien vu du côté de l'antilittérature, enfin, Cézanne et les impressionnistes en général n'avaient pas de moins assez dur, regard de la peinture littéraire, le sujet, et même l'inspiration littéraire en général, et puis un Duchamp qui a bien dit des choses très clairement, celui-ci, lui veut restaurer la dimension littéraire de l'art plastique, il l'art sous la forme, l'art tel qu'il entend, c'est-à-dire une artisticité, en fait, une sorte de dimension pure de l'art du geste, qui ouvre toutes les formes d'art disciplinées à des dispositifs, à des diagrammes, c'est-à-dire un contexte large, et donc la littérature, aussi en faisant, je veux dire, à mon sens, c'est quand même une utilisation particulière de la littérature qui était à la naissance, en tout cas du champ romantique, sa référence à Raymond Roussel, qui est une source d'inspiration directe pour son travail personnel, notamment avec le grand verre. Et voilà, et surréalisme qui est aussi une avant-garde littéraire. On peut voir à quel point les avant-gardes artistiques, et c'est dénommé ainsi, c'est-à-dire essentiellement picturales à la fin du XIXe siècle, sont devenues des avant-gardes littéraires, avec le dadaïsme. L'initiative est quand même plus littéraire, mais Duchamp étant effectivement ce genre de peintre qui sort de la peinture. Il n'y a quand même pas beaucoup de disciplines artistiques où le littéraire sort de la littérature, comme la peinture sur la peinture, littéraire sur le littéraire. Il faut penser les rapports entre les arts aussi. Moi, personnellement, pour finir, j'ai tendance à voir presque tous les autres arts mis en scène aussi, plutôt que la peinture, qui réduit quand même une certaine portion congrue, ce qui est un phénomène assez original en cette fin du XXe siècle, au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'à part le marché, c'est 20% de peinture quand même. Et puis j'ai toujours tendance à voir dans la vidéo plutôt une présence du cinéma, je suis très naïf aussi, et de voir dans les textes et dans Sophie Kahn, un écrivain quand même, a publié des romans, des biographies, enfin, une textualité. Ce sont quand même des auteurs, et puis d'ailleurs il y a une production très littéraire, très séduisante chez Duchamp, chez beaucoup d'artistes conceptuels. Donc pour moi, ce sont souvent des écrivains. Voilà. Et pourquoi pas, c'est ça. Allez-y. Oui, alors, par rapport à l'analyse qui reprend un certain thème de l'enjeu culturel, pour une part, sont tout à fait, à mon avis, très fort sur les distinctions que tu fais effectivement entre la culture et la politique. Mais par ailleurs, l'analyse que tu fais là de ce que tu appelles art contemporain, pour moi, elle est paradoxalement extrêmement dépolitisante. C'est-à-dire que je reviendrai sur ce que disait Nathalie, à savoir, en réalité, est-ce qu'on ne peut pas dire exactement, appliquer exactement cette analyse au champ philosophique, en disant la même chose de la philosophie contemporaine? Mais dans la philosophie contemporaine, il y a bien, et sans faire des finasseries, au contraire, pour y aller justement à coup de marteau, il y a bien ce qui, d'une part, avalise une soumission et une manière de se coucher devant un marché philosophique, et puis, au contraire, une philosophie qui vise précisément à dénoncer cela. Et dans le monde de l'art
contemporain, il existe exactement les mêmes ruptures, les mêmes points de divergence, les mêmes différences. C'est-à-dire que l'art contemporain, c'est pas un magma unique, pas plus que la philosophie contemporaine n'est un magma unique. Et par ailleurs, par rapport cette fois au rapport au passé, au rapport à l'histoire de l'art, précisément, tout ce que tu dis d'un aplatissement devant le marché, de l'artiste entrepreneur, etc., on le trouve dans toute l'histoire de l'art, pas seulement l'art contemporain. Rubens, c'était un très grand entrepreneur, et etc., etc. Et la manière de s'aplatir devant le marché, pour tous l'art-pompiers du XIXe siècle, c'était ça, ce qui étaient les grands représentants de l'art au XIXe dans le marché, ceux-là, on n'en parle plus. Et par ailleurs, quelqu'un comme Courbet lui-même, enfin, c'était pas simplement, effectivement, l'artiste plébéien sur lequel on travaille ensemble, mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé pour un sultan, et c'est même à cette occasion-là qu'il a produit l'origine du monde. Donc, ces formes prostitutionnelles de l'art, elles ont toujours existé, mais il a toujours aussi existé au sein de l'art d'autres formes qui parfois se combinent avec elles. Et par ailleurs, les formes prostitutionnelles de la soumission au marché, elles existent autant en philosophie que dans n'importe quel autre domaine et en art. Donc je pense que là, justement, si on veut y aller à coups de marteau et pas par la confusion, il faut établir ces distinctions, ces ruptures, ces différences, ces reconnaissances de parallèles, etc. Et à mon avis, il y a tout un travail à faire à partir de là pour précisément repolitiser ces conceptions-là. En particulier, justement, la question des avant-gardes. Parce que quand tu parles effectivement des avant-gardes, les avant-gardes, elles ne se voulaient pas du tout du côté du cryptage, du déceptif, etc. Au contraire, du côté du cachet ou du côté de quelque chose qui serait finalement de côté. Au contraire, elles se voulaient promouvoir quelque chose qui puisse être visible. Donc la question de l'exposition de l'art, et même d'ailleurs pour Benjamin, c'est pas simplement quelque chose qui est tout à fait dévalorisant et constitutionnel, c'est ce qui est nécessaire à sa diffusion, comme l'exposition de la pensée est nécessaire à sa diffusion, et l'exposition d'une pensée qui justement ne soit pas constitutionnelle. Donc je crois que là, à mon avis, si on veut repolitiser le débat, il faut vraiment prendre en compte toutes ces ruptures, toutes ces scansions, et entre autres prendre en compte aussi ce qu'est la représentation dans la